Bonjour. Dans ce chapitre, on va traiter les suites de couches normales. Comme vous savez que la période des suites de couches, c'est une période au cours de laquelle des transformations physiologiques de l'organisme maternel survenues pendant la grossesse vont disparaître et permettre à la mère de retrouver son état antérieur. Donc, cette période peut être émaillée de complications hémorragiques, thromboemboliques, infectieuses, mammaires et psychiques. Passons à notre présentation. En guise d'introduction, le terme suite des couches caractérise la période qui s'étend de la délivrance, généralement de la première heure après l'accouchement jusqu'au retour de couche, au retour de menstruation. Donc, il est d'environ 42 à 45 jours, soit 6 à 8 semaines après l'accouchement, en l'absence de contraception hormonale. C'est une période de bouleversement physique et psychique et dominée par deux phénomènes physiologiques essentiels. Le premier phénomène, c'est le retour de l'organisme à son état antérieur à la grossesse, notamment au niveau de l'appareil génital. Et le deuxième phénomène, c'est l'établissement de la lactation. Cette période constitue une période de surveillance importante, vu les complications qui sont rapportées ou liées à cette période critique qui concerne la santé de la mère et du nouveau-né. Quant aux périodes, on distingue trois périodes des suites de couches. Donc, les suites de couches immédiates, c'est la période qui s'étale de la délivrance jusqu'à 48 heures après l'accouchement. Puis, les suites de couches précoces, c'est la période qui s'étale de 48 heures de l'accouchement au 12e jour après l'accouchement. Puis, les suites de couches tardives, c'est la période du 12e jour au retour de couche, retour à l'état antérieur des différentes fonctions féminines. Pour les données physiologiques, l'utérus. L'utérus, on parle de l'involution utérine, c'est-à-dire l'utérus se rétracte, se contracte et involue rapidement après la délivrance. Donc, cette involution sera favorisée par la lactation immédiate après l'accouchement grâce au taux circulant élevé d'ocytocine. Donc, dans ce sens, on insiste à la maman de mettre son enfant dès la naissance au sein pour favoriser la sécrétion de l'ocytocine qui joue un rôle très important dans la prévention des hémorragies du postpartum immédiat. Pour le volume de l'utérus, il diminue rapidement ainsi que son poids, de 1,5 kg après l'accouchement à 70 grammes au 8e jour, c'est-à-dire la taille d'une orange. Donc, l'involution est très rapide les 2 premières semaines, puis beaucoup plus lente après. Il ne sera total qu'au bout de 2 mois minimum, où l'utérus reprend sa taille normale d'environ 6 cm et un poids de 50 grammes, donc la taille d'une figue. Dans cette image, comme vous voyez, les étapes de l'involution utérine du premier jour après la délivrance vers le 9e jour, l'involution où l'utérus passe par plusieurs étapes pour reprendre sa position initiale qui est intrapelvien. Toujours dans le cadre de l'involution utérine, donc le segment inférieur disparaît. Le segment inférieur, c'est une formation qui apparaît vers la deuxième moitié de la grossesse, puis il disparaît après l'accouchement. Donc, concernant le col, il se reconstitue pour retrouver sa consistance et sa longueur en 1 semaine environ. Vers le 10e jour, l'orifice interne du col se referme, tandis que l'orifice externe demeure légèrement déhiscent jusqu'au 20e jour.
Donc, pour la régénération de la muqueuse endométriale, donc l'endomètre évolue en 4 phases. Donc, pour la première phase, c'est la phase de régression. Donc, c'est de l'accouchement au 5e jour, donc de G1 à G5. La paroi est recouverte d'un enduit fibrineux. Puis, la deuxième phase, c'est la phase de cicatrisation. Elle est indépendante des sécrétions hormonales, donc il s'étale du 6e jour au 25e jour du postpartum. Après, c'est la phase hormonale de régénération, donc s'étale du 25e jour au 45e jour du postpartum. Sous l'effet de la stimulation oestrogénique, l'endomètre présente un aspect normal de phase folliculaire. Puis, la phase de reprise du cycle menstruel ou retour de couche, donc généralement vers le 6e mois si la femme allaite exclusivement au sein, et vers le 45e jour si la femme n'allaite pas, et vers le 30e jour si la montée laiteuse a été médicalement bloquée. D'accord? Donc, en l'absence de lactation, il peut s'observer à partir du 45e jour les premiers et les plus rarement deuxième cycle menstruels qui suivent l'accouchement. Ils sont habituellement anovulatoires et le retour de couche correspond en fait à une hémorragie de privation. Donc, ce qui caractérise c'est les premiers et les deuxièmes cycles menstruels, c'est en général, ils sont anovulatoires. D'accord? Donc, si la femme allaite, le retour de couche est décalé avec une phase d'aménorrhée pendant les 4 premiers mois, puis des menstruations possibles au-delà, même si l'allaitement est poursuivi. Donc, en revanche, si l'allaitement n'est pas exclusif ou dès son arrêt, les premières menstruations surviennent dans les 6 à 8 semaines suivantes. Pour les voies génitales basses, donc l'épithélium vaginal, il régresse dans les jours qui suivent l'accouchement, ce qui entraîne une atrophie à ce niveau, mais elle retrouve rapidement sa tonicité et sa trophicité sous l'influence des oestrogènes. Donc, les érosions superficielles cicatrisent en quelques jours et les plus profondes, c'est-à-dire les déchirures ou les épisiotomies, donc ils se réparent de façon spontanée. Quant à la vulve, donc il peut rester béante quelques jours, mais reprend sa tonicité et perd son aspect congestif dès le 2e jour. L'hymen, délacéré par le passage du fœtus, est remplacé par des cicatrices appelées caroncules myrtiformes. Ce sont des petites saillies charnues. Pour le périnée, donc il retrouve sa tonicité progressivement en fonction de la qualité de l'accouchement et de la réalisation ou non d'une épisiotomie. Les muscles périnéaux et les releveurs, donc ils reprennent leur tonus en 6 à 8 semaines s'ils n'ont pas été lésés pendant l'accouchement. Il peut cependant exister des déchirures périnéales fermées cachant des micro-lésions, voire des ruptures partielles des muscles. Bien sûr, parfois, qui connaissent des lésions qui sont profondes suite à des accouchements traumatiques, par exemple, l'application de l'accouchement par forceps ou bien par ventouse, donc qui ont un risque de déchirures qui sont profondes. Pour les glandes mammaires, donc la glande mammaire joue un rôle primordial dans le processus de lactation. Donc, cette glande se prépare pendant la grossesse, donc les alvéoles mammaires prolifèrent sous l'action de l'hormone lactogène placentaire avec une prolifération intense des canaux galactoformes et des acénies. Cependant, l'activité sécrétoire est bloquée par les oestrogènes. Donc, la sécrétion lactée à cause des oestrogènes qui bloquent l'activité sécrétoire de la glande mammaire. Donc, dès l'accouchement, les cellules alvéolaires s'hypertrophient et se différencient. La réalisation et le maintien de l'allaitement sont sous contrôle hormonal. Donc, la chute des hormones stéroïdiennes gravitiques et la succion fréquente du mamelon qui va engendrer une sécrétion de prolactine et d'ocytocine, permettant la production lactée avec, dans un premier temps,
la sécrétion du colostrum. Bien sûr, juste après l'accouchement, qui connaît la chute des hormones stéroïdiennes. Donc, le placenta qui sécrète ces hormones stéroïdiennes va sortir de l'utérus, donc mes reproches les hormones. Donc, la succion, en plus de la succion du mamelon, donc par la mise au sein précoce, donc est-ce qu'on a une sécrétion de prolactine et d'ocytocine. Donc, les deux hormones, elles permettent la sécrétion lactée, mais dans un premier temps, on a le colostrum, donc le premier lait, qui est un petit peu différent, qui est riche en immunoglobulines, en micronutriments nécessaires à la croissance et à la protection du nouveau-né. Donc, à partir de 48 heures après la naissance, une congestion mammaire passagère, donc d'environ 24 heures, qui correspond à la galactogenèse au stade 2. De stade 2, il peut s'accompagner d'une élévation transitoire de la température à 38, donc après les 48 heures après l'accouchement, qu'est-ce qu'on a une congestion mammaire, donc, avec une petite élévation de la température, donc il traduit le phénomène de la galactogenèse ou la production lactée proprement dit. Donc cette congestion est communément appelée la montée laiteuse. La composition du lait est alors modifiée en lait mature. Donc, il n'y a pas le colostrum qui est sécrété pendant les 3 premiers jours, mais il sera remplacé par un lait qui est mature, en général vers le 3e jour, parfois plus tard. On passe pour les fonctions urinaires et digestives. Donc, pour la fonction urinaire, donc, une crise urinaire est fréquente dans les premiers jours après, avec une diurèse pouvant atteindre 2 litres à 2 litres et demi par 24 heures. Cependant, du fait de l'atonie vésicale et de l'éventuel traumatisme dû à l'accouchement, une possible rétention urinaire doit être recherchée, d'autant plus qu'il est souvent latente et indolore et pourra entraîner une mauvaise rétraction utérine. Il peut aussi être suscité par l'anesthésie loco-régionale. Donc, deux anomalies ou petits problèmes, malaises qui sont liés à la fonction urinaire, qui connaissent le postpartum, soit une crise urinaire, une durée un petit peu importante, ou là, au contraire, qu'est-ce qu'on a une rétention urinaire qu'on doit normalement rechercher, mais qu'est-ce qu'on il est indolore, ou qu'est-ce qu'on sous forme latente, donc qu'on doit rechercher. Donc la patiente peut aussi présenter une incontinence urinaire, d'autant plus précocement que des signes existaient en fin de grossesse, mais celle-ci sera le plus souvent transitoire. Donc les femmes qui peuvent souffrir d'une incontinence urinaire dans le postpartum, il est souvent transitoire et passagère. Pour l'alimentation, donc dans les situations normales, il peut être reprise 2 heures après l'accouchement en l'absence de complications, bien sûr. Si la femme est bien portante et pas d'anomalie qui est apparente, donc la femme peut reprendre son alimentation dans les 2 heures qui suivent l'accouchement. Bien sûr, l'appétit est normal, voire augmenté en cas d'allaitement. C'est normal, la femme, après la fatigue, après l'expérience de l'accouchement, la fatigue, la douleur, la souffrance, donc une fois qu'elle donc, pour la constipation, il est très fréquent et transitoire, lié aux facteurs mécaniques et hormonaux de la grossesse. Je fais quand même pendant la grossesse que le problème de constipation il est fréquent chez la femme enceinte et surtout une liaison avec les modifications hormonales de la grossesse et de l'accouchement. Il peut également être corrélé à une peur de pousser en raison de la présence d'une suture périnéale. Bien sûr, le problème ou la peur de certaines femmes qui ont une épisiotomie ou une réparation de chirurgie périnéale, qui ont un تخوف, donc c'est sur le plan psychologique كتخلق عندهم ولا كتكون عندهم هاد la peur وكتكون عندهم هاد البروبليم de constipation.
Bien sûr, une crise hémorroïdaire, donc favorisée par la constipation et la stase veineuse de la fin de grossesse, est possible en relation notamment avec les efforts de poussée développés pendant l'accouchement. Donc, d'une part, la constipation peut provoquer de la crise hémorroïdaire, d'autre part, le problème de la stase veineuse pendant la grossesse et aussi les efforts expulsifs qui au cours de l'accouchement, ils favorisent l'apparition de la crise hémorroïdaire. Pour les autres appareils, donc le mélasma, donc c'est le cloisma ou le masque de grossesse, il s'atténue en 6 à 18 mois, il disparaît totalement dans 70% des cas. Il faut rassurer, calmer la femme quant à le pronostic ou la disparition du mélasma. Les cheveux, on observe en général un passage en phase télogène dans le postpartum, se produisant 1 à 5 mois après l'accouchement, entraînant une chute diffuse des cheveux qui peut durer plusieurs mois. Donc, la récupération est quasi complète en 1 à 2 ans. Il est capital de rassurer les patientes présentant cet état. Donc, concernant les poils, l'hyperpilosité des poils sexuels des jambes, des bras, de la lèvre supérieure, de la ligne médiane abdominale diminue progressivement et partiellement. Les vergetures apparaissent au cours de la grossesse et s'atténuent et pâlissent dans le postpartum, mais ne disparaissent jamais. Donc, il y a des problèmes des vergetures qui apparaissent chez certaines femmes au cours de la grossesse. Il y a des facteurs de risque. Donc, malheureusement, les vergetures ne disparaissent jamais, mais les femmes ils peuvent les atténuer par l'application de certaines crèmes et certains soins qui peuvent atténuer réduire l'effet ou les vergetures. Concernant l'œil et la vision, donc les troubles de réfraction, en particulier la myopisation de fin de grossesse, régressent en quelques semaines. Donc, la manifestation en rapport avec les troubles de réfraction. Donc, il régresse en s'il apparaît avec l'accouchement, avec la période de postpartum, donc il régresse en quelques semaines après l'accouchement. Concernant l'aspect hormonal, donc les variations hormonales au cours de l'accouchement. Donc, l'accouchement en général est suivi de la chute brutale des hormones d'origine placentaire. Donc, c'est normal, la progestérone et l'estrogène. En revanche, le taux de prolactine est élevé. Après l'expulsion du placenta, donc, qui abaisse le niveau de la progestérone et les oestrogènes, donc, ça a une élévation de la prolactine, il y a l'hormone de la lactation. Concernant l'hormone folliculostimulante, la FSH, et l'hormone lutéinisante, LH, ils sont basses après l'accouchement. La FSH remonte progressivement vers le 25e jour, alors que la LH n'apparaît jamais avant le 40e jour. La prolactine, il augmente aussitôt après l'accouchement. Donc, le taux est de 100 à 150 mg par millilitre. Donc, la succion du mamelon déclenche des taux, des pics prolactinémiques dont l'amplitude décroît avec le temps. Donc, la prolactine commence à diminuer vers le 15e jour et se normalise en 4 à 6 semaines. Pour les oestrogènes, ils s'effondrent le lendemain de l'accouchement. Leur taux augmente progressivement sous l'influence de la FSH à partir du 25e jour si la femme n'allait pas, vers le 35e jour, 45e jour en cas de lactation. Concernant la progestérone, il baisse pendant les 10 premiers jours après l'accouchement et ne réapparaît au plus tôt qu'après 40 jours. Donc, chez la femme non allaitante, la prolactine disparaît au bout de 10 à 12 jours. Le taux de FSH est très bas après l'accouchement, réaugmente pour atteindre un taux normal vers la fin de la 3e semaine, ce qui induit une sécrétion progressive des oestrogènes. De même, le taux de LH réaugmente progressivement au bout d'un mois. Le pic de LH et l'ovulation se produisent en moyenne vers le 45e jour après l'accouchement. Donc, l'ovulation ne survient jamais avant le 25e jour du postpartum. Donc, l'information elle est très pertinente à retenir.
et pour planifier la planification familiale. Pour la femme allaitante, l'ATT induit des pics de prolactine. Ces taux élevés retardent l'apparition de la première menstruation, mais cette réponse diminue pour disparaître au bout de 60 jours. Les taux de prolactine se normalisent en moyenne vers 112 jours et permettant la libération de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc, la première ovulation sera donc possible vers le 4e mois après l'accouchement. Pour l'élimination de la surcharge hydrique. Donc, la rétention hydrique est la manifestation la plus courante observée chez la femme. Tous les tissus et organes peuvent être intéressés par cette imbibition gravidique. L'infiltration odémateuse se retrouve particulièrement au niveau des organes génitopelviens. Cette rétention hydrique semble directement en rapport avec l'importance des sécrétions hormonales, en particulier les oestrogènes. Donc, avec la rétention hydrique, on a les sécrétions hormonales et surtout les oestrogènes. Donc, après l'accouchement et après la chute brutale des hormones de la grossesse qui étaient derrière ces rétentions hydriques, nous remarquons qu'il y aura disparition des œdèmes et diminution importante du poids de la femme. C'est normal. On peut voir même des crises urinaires, ce qui explique l'élimination de toute surcharge hydrique. Pour l'état psychique, normalement, donc, les variations hormonales importantes, l'épuisement physique occasionné par l'accouchement et le manque du repos favorisent entre le 3e et le 5e jour du postpartum, à des degrés divers, l'apparition de réactions émotionnelles, à type de larmes, irritabilité, troubles de sommeil, de l'appétit et une fatigue. Donc, cet état de dépression transitoire ou baby blue, il concerne 50 à 70% des mères. Il ne doit pas être confondu avec la dépression postnatale, qui peut compromettre la santé de la mère et la relation de la mère et de l'enfant. Donc, elle dit que c'est un petit peu fréquent chez les femmes, l'état de baby blue, qu'il faut comprendre, il faut prendre en charge, il faut accompagner la femme pour surmonter cette période qui est un petit peu critique et passagère, bien sûr. Pour les variations biologiques, donc au cours des 2 premières semaines du postpartum, on note une normalisation progressive de la glycémie, les constantes lipidiques, donc les triglycérides, le cholestérol et les lipoprotéines, et des facteurs de coagulation. L'hypercoagulabilité se normalise en 2 à 3 semaines, sauf pour la fibrinogène, en 2 mois, ce qui rend cette période propice à l'apparition d'accidents thromboemboliques. La complication thromboembolique embolique est fréquente chez les femmes au postpartum. D'ailleurs, parmi les complications majeures du postpartum, elle est due à la persistance de le fibrinogène. Donc, face à ce retour aux normes des bilans de contraception ou autres examens sanguins complémentaires ne devront pas être prescrits avant le 3e mois du postpartum. C'est-à-dire à la femme le temps باش ترجع l'état normal ديالها le cours ديالها يرجع للطبيعه ديالو عاد ممكن يكونوا يداروا لها دي bilans et revoir la contraception et planifier tous les examens et les explorations nécessaires au cours du postpartum. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.